sommes avec Dmitri Glukovski. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Écrivain russe, auteur de Journal sous dictature aux éditions, je ne sais pas si on peut voir, voilà, aux éditions Robert Laffont. Depuis quand la Russie est-elle possédée par un démon qui l'ont logée à sombrer dans les crises de folie, où elle profère des malédictions inintelligibles et des accusations absurdes, où elle se jette l'écume aux lèvres sur ses voisins pour tenter de leur arracher la gorge? Et comment s'appelle ce démon? Celui qui a écrit ça, c'est pas un Ukrainien. Celui qui a écrit ça, c'est vous, Dmitri Glukovski, et justement, auteur de nombreux romans d'anticipation à succès, écrivain moscovite. Vous vivez depuis janvier 2022 pour votre pensée, en exil en Europe, pour vos prises de position anti-guerre. Vous avez été condamné par contumace à 8 ans de prison. Vous revenez aujourd'hui donc avec ce recueil d'articles d'actualité qui ont été écrits entre 2012 et 2023, et je le précise, vous êtes lauréat du prix de la liberté de l'Express en 2023. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Comment vivez-vous ? Comment vivez-vous au quotidien? Donc c'est une question assez répandue, et la réponse normale, c'est je survis. Donc je me débrouille, plus ou moins, soi-disant. C'est une actualité à laquelle tu dois t'adapter chaque jour, et les règles du jeu changent d'une manière quotidienne, donc il faut s'adapter. On s'adapte. Je vais vous poser des questions assez actuelles pour commencer. Dans quelle mesure vous estimez, vous espérez peut-être que Trump puisse changer la donne? Absolument, Trump va changer les règles du jeu mondial, mais ça peut être pas du tout un accord avec les attentes de Vladimir Poutine. C'est-à-dire? Je crois que, Monsieur Trump... Vous savez, en Russie, il y a beaucoup d'observateurs, soi-disant, et ce ne sont pas des observateurs indépendants, qui sont très joyeux, très contents que Monsieur Trump avait gagné les élections, en disant c'est Poutine qui a ouvert, en fait, la boîte de Pandora. C'est Poutine qui a introduit les nouvelles règles du jeu, où tout est permis, où il n'y a pas un système législatif international qui borne les uns pour le faveur des autres. Et maintenant, tout est possible. Mais je crois que la Russie ne doit pas du tout célébrer ça, parce que on est bienvenu dans un monde d'une force brute, et la Russie, maintenant, qui est très affaiblie par la guerre, ne doit pas fêter ça. On va en parler, mais vous avez également dit que Trump pouvait offrir une porte de sortie à Poutine. Et ça, j'aimerais bien comprendre. Ouais. Donc, en Russie, je crois que pour Vladimir Poutine, ainsi que pour les élites, ainsi pour que les soi-disant gens ordinaires, simples, pour ceux qui devraient voter, mais ils ne votent pas, Poutine ne peut pas rétrocéder. Donc, Poutine, c'est un politicien de force, un macho, qui peut jamais reconnaître, avouer les erreurs du passé. Donc, même si il est bloqué en Ukraine, même si la Russie, avec chaque jour, devienne de plus en plus affaiblie par la guerre, il ne peut jamais l'avouer, il ne peut pas perdre son visage, soi-disant, not to lose face. Et pour ça, donc, il ne peut jamais arrêter une guerre d'une manière qui pourrait être perçue comme sa faiblesse. Voilà, comme une perte. Donc c'est pour ça qu'il a besoin d'une Deus ex machina, Dieu d'une machine qui viendrait et le sauverait en lui offrant une sortie, une solution, quoi que ce soit. Donc en Russie aussi, les élites disent on est très fatigué de la guerre, mais Poutine ne peut rien faire. En Russie, on dit un crocodile ne sait pas marcher arrière, donc il ne peut pas marcher en arrière. Un crocodile peut juste manger et s'avancer, quoi. Donc, pourtant, vous nous dites qu'effectivement, la situation de la Russie, elle n'est pas si simple que ça, économiquement parlant, par exemple. Effectivement, sur ce plateau, on a parlé cette semaine du pétrole. Je prends un exemple très concret. La production est à son plus bas depuis 20 ans. On a Forbes qui dit que les dégâts produits, notamment au mois de janvier, par des attaques de drones, etc., ont réduit la production de produits pétroliers russes de plus d'un dixième. Aujourd'hui, c'est ça son talon d'Achille, en réalité, à Poutine? L'économie et le pétrole, par exemple, précisément? Oui, donc le pétrole et le gaz, ce sont deux domaines qui sont très abîmés par la guerre, par les sanctions de plus en plus. Maintenant, les Américains, finalement, ciblent avec leurs sanctions l'exportation pétrolière russe, ce qui est très important, ce qu'il fallait faire absolument dès les premières journées de la guerre. Donc, on voit tous les chiffres de l'inflation, qui est quand même très grande, très importante. Bon, le refinancement bancaire, c'est à plus de 20%. Donc, il y a comment dire, les prix de l'alimentation sont en train de subir. Et voilà, donc je crois que toujours,
chaque fois que j'appelle mes amis à Moscou, il en reste assez. Ils me disent, ouais, c'est la vie comme d'habitude, les restaurants sont bondés, et les premières de films, de théâtre sont toujours plein de monde, qui sont bien vêtus, etc., etc. Mais je crois qu'il y a un certain décalage, parce que c'est un très grand pays, avec beaucoup d'inertion, et l'économie a été très résistante quand même. C'était une économie de marché libre, qui avait beaucoup plus de résistance pour le stress que par rapport à l'économie soviétique. Donc, ça va arriver. On est trois ans dans la guerre. Cette année, on doit dépenser plus de 115% du budget national pour les dépenses de guerre. Aucun pays, aucune économie ne peut tenir ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça va arriver? Parce que c'est vrai qu'on se pose toujours la question, nous, ici en France, jusqu'à quand? Jusqu'à quand les Russes vont-ils soutenir Poutine? Alors que vous le disiez, il y a une inflation très forte. Pour se faire un crédit, aujourd'hui, c'est 20% les taux. Donc jusqu'à quand? Alors qu'aujourd'hui, ça impacte les gens au quotidien. Ça impacte les gens au quotidien, mais de mes propres observations, en fait, pas même les émeutes, mais démonstrations en masse, on a vu 2 fois. Une fois, la première fois, c'était après 5 ans de libéralisation de Mikhail Gorbatchev, après Perestroïka, quand on avait permis aux gens de sortir, de s'exprimer politiquement. Donc, ils ont perdu la peur de s'exprimer. Et ils ont eu une illusion que les manifestations, démonstrations politiques et leur participation dans la vie politique peuvent en fait changer de choses. Donc, c'est là qu'on a vu des démonstrations, des manifs d'1 million de personnes centre Moscou. La deuxième fois, c'était après la libéralisation, les détentes de Dmitri Medvedev. À 4 ans de ce discours, liberté c'est mieux que manque de liberté, on est un pays moderne, donc blablabla. Et la presse a été aussi relativement libre à l'époque. Et les gens ont eu ce sentiment, illusion, encore une fois, que leur participation en vie politique ne va pas être punie et elle peut changer de choses. Donc c'est là qu'on a vu une centaine de milliers de personnes, centre Moscou, manifestant contre Poutine. Donc je crois qu'en fait, c'est pas lié directement. La vie peut être absolument intolérable, mais les gens vont, par la peur, rester cachés. Oui. Et c'est s'abstenir de l'expression. Voilà, c'est ce qui se passe maintenant. Mais parfois, quand on lit votre livre, on se demande si vous n'êtes pas en colère. Si vous n'êtes pas en colère contre le peuple russe, en colère d'un peuple russe qui est tombé dans ce que vous appelez la chute dans un trou noir. Vous écrivez que ce peuple, il a fini par revenir de lui-même, se placer sous la surveillance de ses gardes Shrium. Il y a des phrases très fortes. Vous écrivez « Tu supportes » en parlant de la Russie. La seule chose qui te déplaît, c'est qu'on te fouette trop peu. Ouais. Bon. Et parfois, on a l'impression d'un ressentiment, franchement. Bon, moi je suis pas un observateur distant et indifférent, je suis bien sûr très impliqué et moi j'avais certains espoirs par rapport aux normalisations, un progrès social, économique, et démocratique, politique de mon peuple, de ma nation, de mon pays. Et c'est clair qu'il y avait plusieurs fois quand j'ai été très frustré par le fait qu'on accepte des choses, qu'on se cache au lieu de se battre, qu'on préfère de se taire au lieu de parler, et qu'on utilise une moindre possibilité de résistance. Je crois que ce sont des conséquences des traumas inhérités de nos pères, de nos grands-pères, qui étaient très accoutumés de se taire, de se cacher, et la seule manière de survivre, c'était de se taire. Et on le comprend dès les premières pages de votre livre. C'est extrêmement concret, c'est extrêmement violent par moments, mais c'est la réalité de la Russie que vous connaissez. C'est la réalité de la Russie, ouais. Donc, il faut changer, il faut un changement d'une génération. Je crois que la grande différence entre les Ukrainiens et les Russes, c'est que les Ukrainiens ont eu les 30 ans de liberté, parfois chaotique, mais c'est une liberté. Il n'y avait pas une seule force qui monopoliserait la vie politique ni économique. Donc il y avait une concurrence, une compétition, et aussi dans les médias. Mais aussi, les Ukrainiens ont gagné 2 fois la résistance le jeu de résistance contre le pouvoir. Il y avait 2 fois une révolution de rue gagnée par le peuple. Chez nous, c'était que des échecs, et les gens ont perdu l'espoir que leur comportement politique personnel risqué puisse théoriquement changer la situation. Vous avez perdu espoir, vous ? Non, pas entièrement. Mais je crois, par contre, que je ne vois pas une solution d'ici jusqu'à la mort de Vladimir Poutine. Voilà, c'est ça. Je pense que nous les Russes, on va cette fois attendre, comme on avait entendu la mort de Staline, la mort de... Voilà. Donc, le seul espoir, si on ne parle pas de signes noirs,
Le seul espoir, c'est le changement de génération des dirigeants politiques. Et si la situation est assez désespérée, alors la nouvelle génération de dirigeants politiques devrait comprendre que c'est l'impasse. Alors, il y a une question sur l'opposition. Et Xavier, vous avez une question. Je me permets juste d'en rajouter une entre-temps. Vous savez qu'au début de ce qui s'est passé, au début de la guerre, on se disait, est-ce qu'il peut y avoir des révolutions de palais ? Ouais. Est-ce que quelqu'un pourrait venir à tuer Vladimir Poutine, puisque vous dites que l'horizon, c'est sa mort? Mais est-ce que vous imaginez qu'une révolution de palais, qu'une mort voulue, décidée de Poutine est possible? Ou est-ce qu'on s'est entretenu dans une sorte de fantasme qui est dérisoire, en réalité? Bon, Vladimir Poutine, c'est un paranoïaque professionnel, oui, déformé par ses années de service dans les services de renseignement, services secrets. Donc, ce qu'il, bien sûr, son premier cible, son premier but, c'est d'éliminer les menaces à son régime, à son gouvernement, à son existence physique. Donc absolument clair, il voyait en coup de palais comme la menace la plus importante. Oui. Parce que le peuple est désarmé. Bon, nous, on n'a jamais eu, d'ici les derniers siècles, on n'a pas eu un essai qui aurait eu succès de la révolution, donc pas de résistance armée du peuple. Par contre, oui, en coup de palais, ça serait possible. Donc il fallait absolument faire deux choses: désarmer les gens et les coopter. Donc il a tout fait pour coopter les élites en leur donnant l'intérêt de continuation de participation à cette guerre. Donc toutes les sociétés commerciales, les entreprises occidentales qui étaient parties ont été redistribuées parmi les gens qui maintenaient et supportaient la guerre. Et il a tout fait pour assurer la loyauté et l'allégeance des élites, en fait. Donc, comme ça, on voyait bien qu'au début de la guerre, il n'y avait pas de consensus, que même son proche entourage objecté à la guerre, très effrayé pendant le fameux Conseil de sécurité où il a annoncé, proclamé cette guerre. Il n'y avait pas d'accord universel parmi ses proches. Et après, pendant des mois et des mois, il était à une distance très très longue, plus longue que la nôtre, pendant toute parution physique, personnelle, même avec ses proches, je sais pas, le ministre de la Défense, etc. Donc, il le craignait. Mais après, il est devenu clair que il a su bâtir un consensus, il a su coopter les élites en leur donnant l'intérêt, en leur faisant, on est tous dans un même bateau, donc s'il y a quelque chose qui arrive,